Je vous propose de débuter la séance. Bonjour à tous. Cette séance du jeudi 23 mars, nouveau conseil municipal avec 12 délibérations à l'ordre du jour. Alors, je vous propose de débuter avec l'appel. Julien Fichot, présent. Laurence Gutiérrez. Présent. Gilles Pénoche. Présent. Vanessa Moller a donné procuration à Virginie Darieux-Merlou. Philippe Pourteau. Présent. Virginie Darieux-Merlou. Hervé Labadie. Marina Boinet. Présent. Stéphane Maton. Philippe Joré-Guibéry. Sandrine Dreyfus. Présent. Laurent Pétriac. Jean-Joseph Salmon. Présent. Bruno Milan. Présent. Françoise Argous. Serge Bochir. Présent. Marie-Christine Mirabel a donné procuration à Laurence Gutiérrez. Elle est en conseil d'administration du CPIE, donc je pense qu'elle arrivera peut-être avant la fin du conseil. Nathalie Sabatier. Philippe Sabaté, souffrant, et a donné procuration à Sandrine Dreyfus. Hélène Ducoral va peut-être arriver. Nicolas Dardy. Marie Darieux-Merlou. Marion Lissaillou. Isabelle Aspeitia. Florence Roura. Mathieu Vigne va arriver avec Hélène. Mike Bresson. Pénélope Lanterne a donné procuration à Florence Roura. Didier Sors. Merci beaucoup. Donc je vous propose de nommer Virginie Darieux-Merlou en secrétaire de séance. Est-ce qu'il y a une objection, vote contre? Non. J'alterne entre Marion et Virginie. Est-ce que tout le monde a bien reçu les documents du conseil? Oui, Mike. Alors, deux problèmes que je tiens à signaler, je pense que vous n'en êtes pas responsable, mais bon, le ministère de l'Informatique, j'ai reçu, moi, le conseil mardi matin à 9h04 et le compte-rendu du conseil municipal précédent à 9h05. Par contre, le lien concernant le compte-rendu du conseil municipal ne fonctionnait pas. Ah ouais. Voilà. Donc, bon. Et les autres, est-ce que c'était bon? Que cette semaine aussi, le compte rendu. Oui, non. Alors le compte rendu c'est normal. Le compte rendu c'est normal, c'est pas avec mais autrement le reste du conseil. Oh, ok. Et bon, je m'étais procuré quand même l'ayant parlé auprès de mes collègues. Et vous avez une adresse Gmail là? Non. Non, parce que j'ai vu à la communauté qu'il y a tous les adresses. Voilà, c'est Gmail là en ce moment qui bug. Bon, c'est bien noté. Justement, puisqu'on parlait du procès verbal du conseil municipal du 23 février, est-ce qu'il y a des rectifications à apporter? Une remarque? Oui. J'ai fait observer à un moment donné, je sais pas si ça marche. Oui, une remarque en ce qui concerne la délibération sur la capture, je trouve pas d'autre mot, des chats. J'avais fait remarquer que quand une compétence est transférée, elle ne peut pas être reprise sans qu'il y ait un commun accord entre les deux collectivités. J'avais fait observer que le fait de confier à une association une mission qui avait déjà été déléguée au syndicat me paraissait ne pas rentrer dans un cadre de légalité. Donc le compte-rendu ne rend pas tout à fait compte de cette manière-là de mon observation.
C'est l'actualité donc sur cette première délibération numéro 16, les marchés de travaux donc pour la réalisation de la médiathèque et l'attribution des lots suite à la commission consultative des marchés publics du mois de 16 mars. Hélène et Mathieu arrivent comme prévu ensemble. Hein. Je veux rien dire mais voilà, il y a quand même... Juste après un week-end en Irlande, c'est pas mal. Ouais. Philippe Jory-Ibéry. Oui, bonsoir. Donc, vu la délibération numéro 2022/62 en date du 19 juillet 2022, validant le projet d'agrandissement de la bibliothèque et approuvant son plan de financement prévisionnel pour un montant de 938 000 € hors taxe. Vu la consultation organisée pour le marché numéro 2022-19, travaux d'extension de la bibliothèque, vu l'avis favorable de la commission consultative des marchés publics du 16 mars 2023 relative à l'analyse des offres et le procès-verbal établi à l'issue, le conseil municipal décide de prendre acte de l'avis de la commission consultative des marchés publics de retenir l'offre des entreprises désignées ci-dessous. Le lot numéro 1, terrassement, voirie, assainissement, la société Pinaki pour un montant de 54 284,80 € hors taxe. Le lot numéro 2, les grosses œuvres des constructions, SARL ML, pour un montant de 264 000 €. Le lot numéro 3, enduit extérieur CBA 640, pour un montant de 11 101,43 €. Le lot numéro 4, la charpente couverture, la société eToys, pour un montant de 112 048,35 €. Le lot numéro 5, la zinguerie, à la société Zengadour pour un montant de 16 229,64 €. Le lot numéro 6, étanchéité, Sud-Atlantique étanchéité, pour un montant de 17 734,55 €. Le lot numéro 7, la serrurerie métallerie, à la société DL Aquitaine, pour un montant de 25 195 €. Le lot numéro 8, la menuiserie extérieure et fermeture, à la société Alchoutegui, pour un montant de 89 153,7 centimes. Le lot numéro 9, l'électricité, à la société Capet, pour un montant de 39 971,48 €. De déclarer les lots numéro 10, 11 et 12 infructueux, offre inacceptable car les prix excèdent les crédits budgétaires alloués, et de relancer des consultations pour ces lots sur la base de nouveaux CCTP. De déclarer sans suite le lot numéro 15, à savoir le mobilier, de poursuivre l'analyse et les négociations des lots non attribués pour les lots 13 et 14, à savoir la menuiserie intérieure et les chapes et sols souples. Attribuer le marché des travaux aux entreprises ci-dessus indiquées et d'autoriser Monsieur le maire à signer les pièces constituant le marché correspondant. Merci Philippe. Est-ce qu'il y a des commentaires ou des interventions? Marina. Je tenais à... Oui, c'est bon. Oui, Mike, Gilles, ensuite.
commission. Néanmoins, bon, j'en ai pris quand même des éléments. Non, il a une petite voix, Gilles, hein, donc faut rapprocher. Faut rapprocher, ouais. J'en ai pris acte. Bon, je pense dans le contexte actuel, je pense que moi je me félicite qu'on ait trouvé déjà les entreprises sur les 9 premiers lots, qui sont les lots qui vont nous permettre quand même de commencer les travaux. Ça c'est important, parce que si on avait trouvé la chape et les sols souples et la peinture, ça aurait été plus embêtant. Mais là au moins on a un maçon, un électricien et un charpentier, donc ça c'est important, qui sont quand même dans les épures financières estimatives. Ça aussi c'est important, parce que on sait que le contexte aujourd'hui des entreprises et des travaux est difficile, et je ne doute pas qu'avec les négociations qui seront entamées avec les entreprises, sachant que les lots étaient pourvus, on arrivera à rentrer dans une épure la plus proche possible de l'estimatif. Ça c'est important. Voilà, et après, je pense que sur les entreprises qui ont été retenues, c'est quand même des entreprises connues et reconnues, dont notamment des entreprises qui sont du secteur, et ça c'est plutôt bien aussi. Oui, tout à fait. Je voulais juste insister sur ce que disait Gilles. L'estimatif était à 961 000 et à quelque chose près, on est dans l'estimatif. Pour participer à pas mal de commissions d'appel d'offres comme Gilles en ce moment, c'est un véritable exploit. Hein. Il faut vraiment que vous ayez conscience qu'aujourd'hui, la plupart des commissions d'attribution, on est en moyenne à plus de 20% sur tous les chantiers. Et je le rappelle aussi parce que c'était quand même un geste fort de l'architecte. Depuis le début, il y avait une volonté entre les services urbanisme de la ville et l'architecte sur ce projet de construire un projet qui est cette ambition-là, c'est-à-dire avoir un mode de construction qui permette aussi, et d'ailleurs c'était assez intéressant en commission parce que lui-même a fait un peu son mea culpa sur le seul petit sujet où il y a eu une plus-value par rapport aux réponses, mais sur tout le reste, on a quand même voilà un estimatif qui est respecté. On a encore des négociations en cours qui peuvent nous faire espérer aussi quand même peut-être des bonnes nouvelles. Et juste pour appuyer sur ce que disait Marina Boinet sur les subventions, vraiment j'insiste parce que j'en parlerai tout à l'heure dans le cadre du débat d'orientation budgétaire. C'est aujourd'hui très important que la ville de Saint-Martin puisse aller chercher tous les financements possibles, être accompagné par les financeurs dès le début des projets, ce qui est quand même aujourd'hui le cas avec cette médiathèque, puisqu'on a quand même 5 cofinanceurs sur cette médiathèque, la DRAC évidemment, le département des Landes, le pays Adour Landes Océane, évidemment la région et un partenaire plus connu, on va dire au quotidien, c'est la CAF. Donc du coup, on a quand même un panel de cofinanceurs large et j'espère, on attend les dernières réponses, qu'on pourra être le plus haut possible dans l'accompagnement financier. Est-ce qu'il y a des votes contre, des abstentions, unanimité? Je vous remercie pour cette première délibération. On va passer donc à la deuxième délibération, un peu classique, toujours pareil, ce tableau des effectifs, la mise à jour de ce tableau des effectifs, toujours pareil par rapport à, bon, aussi quand même une réalité des collectivités en ce moment. On avait le conseil d'administration du CIAS en début de semaine à la communauté des communes, où on le voit, on passe également un tableau des effectifs à chaque conseil parce que il y a forcément un sujet ressources humaines où il y a une difficulté à trouver du personnel. Donc vous allez voir qu'on parle souvent d'animateurs du centre de loisirs dans les conseils municipaux en ce moment, et c'est le cas pour cette mise à jour du tableau. Hervé Labadie.
Merci Hervé. Est-ce qu'il y a des commentaires ou des questions? Je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, je vous remercie. Donc Hervé va garder la parole pour un moment toujours important de l'année. Il y a 2 moments importants qui vont s'enchaîner. Aujourd'hui et le 6 avril, dans 15 jours, pour 2 conseils municipaux qui sont forcément axés sur les finances et sur les budgets. Et là, en l'occurrence, on va regarder principalement les comptes administratifs et les comptes de gestion de l'année passée, c'est-à-dire l'année 2022, et ensuite on débattra pour le débat d'orientation budgétaire et le rapport d'orientation budgétaire, et notamment dans le cadre du budget à prévoir primitif 2023. Donc je pense qu'Hervé va nous proposer d'agir comme l'année dernière. Je te passe la parole, Hervé, donc pour les décisions budgétaires du compte administratif du compte de gestion.
Et il y a des questions. Alors, Mike. oui, enfin, juste une remarque pour rebondir sur ce qui a été dit par Hervé. Non, c'est sûr. Quand le programme sera. Non, Gilles, il a dit que... Féliciter notre collègue Hervé Labadie par rapport à cette synthèse magistrale. Il a toujours en travers quand Mike a remercié Hervé, pas lui. Merci Hervé. Après le compte administratif, on va passer donc les 3 comptes de gestion, toujours dans le même ordre, budget principal, projet de ville et logements sociaux. Et je repasse la parole à Hervé Labadie. Et ça sera beaucoup. Le compte de gestion retrace les opérations budgétaires en dépenses et en recettes de la collectivité sur une année. Il est tenu par le comptable public. Il y a autant de comptes de gestion que de comptes administratifs et donc de budget voté. Il est présenté sous une forme différente du compte administratif car il comporte une balance générale de tous les comptes. Il se rapproche de la comptabilité commerciale en présentant un bilan comptable et un compte de résultat, alors que le compte administratif est organisé en 2 sections, le fonctionnement et les investissements. Le compte de gestion décrit de façon synthétique l'actif et le passif de notre établissement. Pour autant, les masses et les résultats sont identiques et vous avez pu constater sur les documents qui vous ont été transmis la stricte concordance des 2 documents, compte administratif et compte de gestion. Il vous est donc proposé de déclarer que les comptes de gestion principal, projet de ville et logements sociaux dressés pour l'exercice 2022 par les services des finances publiques de Saint-Martin-de-Seigneur, visés et certifiés par l'ordonnateur, n'appellent ni observation ni réserve de notre part. Chaque compte fera l'objet d'un vote séparé.
Merci Hervé. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires? Peut-être pas. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, je vous remercie. Donc, on passe au projet de ville. On a fait des votes. Ah, d'accord. Alors, on va faire quand même les 3 votes d'affilée, alors. Pardon. Donc, Comme tout à l'heure. oui, tout à fait, pardon. Donc du coup, délibération donc numéro 22, approbation des comptes de gestion pour le projet de ville. Qui s'abstient? Qui est contre? Unanimité également, je vous remercie. Et délibération numéro 23 sur les comptes de gestion 2022 pour les logements sociaux. Qui s'abstient? Qui est contre? Unanimité, je vous remercie. On va basculer sur la 24e délibération, le rapport d'orientation budgétaire. Évidemment, toujours un moment important pour notre conseil municipal. Et je vais tout d'abord laisser la parole à Hervé Paradis et ensuite je la reprendrai pour une présentation à 2 voix. Hervé. Le rapport d'orientation budgétaire, ROB, qui vous est présenté, a vocation à informer les élus sur la conduite et la politique budgétaire et financière de la collectivité. Il doit permettre les discussions sur les priorités et les évolutions du budget de l'année à venir, ainsi que les suivantes. Ce débat d'orientation budgétaire, le DOP, représente une étape essentielle dans la vie démocratique des collectivités. Bien entendu, ce ROB s'inscrit dans un contexte économique très tendu. Après 2 années de pandémie due au Covid, la crise climatique puis la guerre en Ukraine ont entraîné une crise sans précédent avec l'explosion des prix de l'énergie, mais également de ceux à la consommation, même si la politique de quoi qu'il en coûte, mise en place par le gouvernement, a pu en limiter les effets sur notre territoire et limiter l'inflation aux environs de 5,2% pour 2022. La commune demeure un territoire attractif, offrant des possibilités de vie et de logement intéressantes. Le bien vivre ensemble recherché par la majorité municipale constitue aussi un facteur pour attirer de nouveaux habitants et inciter à sédentariser ceux qui y sont déjà. Si l'accroissement de la population induit une augmentation des ressources fiscales pour la commune, limitée depuis la suppression de la taxe d'habitation, cela implique aussi l'augmentation des charges de fonctionnement et la nécessité de nouveaux investissements importants pour notre collectivité afin de répondre aux besoins croissants de nos concitoyens. La situation d'endettement de notre commune est satisfaisante. Sur 8 emprunts en cours, la commune a mobilisé 6 emprunts depuis 2014 pour un montant de 6 139 011 €. Les 2 derniers emprunts contractés par la commune l'ont été pour l'un en fin d'année 2019 et réalisés en 2020 pour un montant de 1 million, et pour l'autre en fin d'année 2022 pour un montant de 1,5 million, mobilisé pour partie 600 000 € en 2022, le solde de 900 000 € étant à venir sur 2023. Soit un capital restant dû à ce jour de 3 524 323 € pour une unité capitale plus intérêt de 412 000 € pour 2023. Ce qui place notre commune dans les bons élèves, puisque la moyenne d'endettement des villes de 5 000 à 10 000 habitants est de 5 457 687 pour une unité de 701 970 €. Ce ROB est à différencier du budget primitif, plus précis, qui vous sera présenté lors du prochain conseil municipal. Pour autant, il en retient les grands principes, la gestion du fonctionnement et des investissements. Le fonctionnement concerne la gestion de notre commune et doit veiller à apporter aux usagers un service public de qualité. Les 3 principaux postes de dépenses de cette section sont les frais de personnel pour 63%, les charges à caractère général pour 26% et les charges de gestion courante pour 10%. Le poste de rémunération représente la plus importante dépense. Il s'agit d'un choix politique pour s'adapter à la croissance de la population et aux besoins de plus en plus importants qui en découlent. En
En 2023, le service de la police municipale créé en 2021 va atteindre son régime de croisière, avec 3 agents à temps plein. La mise en place de la nouvelle médiathèque entraînera le recrutement d'agents afin de professionnaliser ce service. Les charges à caractère général sont bien sûr fortement impactées par le contexte mondial. Le principal sujet d'inquiétude concerne le coût de l'énergie qui ne cesse d'augmenter. L'électricité, 24% pour l'éclairage public et 68 ou 69% pour les bâtiments, avec un maximum de 77% pour les plus grosses consommations. Pour le gaz, entre 135 et 166% pour les bâtiments. Pour faire face à ces dépenses, nous disposons de recettes fiscales et de dotations de l'État. Depuis la suppression de la taxe d'habitation, la taxe foncière constitue notre principale recette. Compte tenu de l'actualisation régulière des bases et des constructions nouvelles, ces recettes connaissent une augmentation notable tous les ans. Toutefois, la suppression de la taxe d'habitation et malgré une compensation mise en place par l'État, mais figée dans le temps, pénalise la commune qui perd la dynamique naturelle d'augmentation des recettes correspondantes à celle de la taxe foncière. Outre ces recettes fiscales, nous bénéficions de dotations versées par l'État, la dotation globale de fonctionnement. On peut espérer une légère augmentation globale de cette dotation pour 2023, même si certaines prestations connaîtront une diminution, comme par exemple la dotation de soutien à l'investissement local. En attente de finalisation du budget et des écritures de régularisation, le montant des recettes de fonctionnement se situe aux alentours de 6 840 000 € pour 7 500 000 de dépenses. La réalisation des investissements nécessite une gestion budgétaire différente. Les recettes fiscales disponibles pour abonder cette section sont très limitées. Le fonds de compensation de la TVA, la taxe d'aménagement, et c'est à peu près tout. Il faut donc recourir à l'emprunt et rechercher les subventions pour les investissements qui y sont éligibles. Le résultat de la section fonctionnement est également un élément important qui doit y être transféré. Après la livraison de plusieurs programmes immobiliers en 2018 et 2019, l'année 2020 a marqué un ralentissement dû à la crise sanitaire. En 2021, de nouveaux projets, notamment collectifs, ont été proposés à la commune et soumis au Conseil citoyen des avant-projets immobiliers. La réalisation de ces programmes devrait s'étaler entre 2022 et 2024. L'année 2023 marque la poursuite de la mise en œuvre de réalisations majeures du plan pluriannuel d'investissement, notamment avec, et M. René reviendra, les travaux d'agrandissement de la médiathèque, les études et premiers travaux du centre technique communal et intercommunal, les premières réalisations des actions prioritaires de l'étude urbaine, un Saint-Martin de cœur qui débuteront cette année, notamment le giratoire devant l'église. Les études seront poursuivies pour les autres projets structurants en cours, comme la réhabilitation de la chapelle, la résidence intergénérationnelle et la salle cagnade. L'évaluation des coûts de réalisation de ces investissements est fournie en annexe. En attente de finalisation du budget primitif et des écritures de régularisation, le montant des recettes d'investissement se situe aux alentours de 4 500 000 pour 6 990 000 € de dépenses. En conséquence, le besoin d'investissement 2023 sera couvert par le report de l'excédent de la section fonctionnement et par le recours à l'emprunt sans augmentation des taux d'imposition de la commune. Merci Hervé. À mon tour de commenter donc ce rapport d'orientation budgétaire. Alors, évidemment, je ne vais pas changer de tonalité par rapport aux années précédentes. Il est de plus en plus difficile pour les élus, pour les maires, de construire ces budgets municipaux. Alors évidemment, en 2023, je pense qu'on bat tous les records, parce que au-delà de la difficulté, des difficultés classiques, on a eu évidemment les crises inflationnistes et énergétiques qui se sont accumulées. Je rappelle
pour appuyer le propos d'Hervé Labadie, 177 000 euros de dépenses énergie pour notre commune en 2022, 314 000 en 2023. C'est, je trouve, quelque chose de marquant pour toutes les collectivités. J'en ai parlé la dernière fois pour la maison de retraite Léon Lafourcade, c'est la même chose. Donc c'est sûr que c'est compliqué. On a aussi évidemment un manque de bienveillance du gouvernement sur les collectivités locales. J'en veux pour preuve les régulières piques du ministre, Monsieur le maire, dans les médias constamment sur les charges de fonctionnement des collectivités, comme si déjà, pour nous, c'était pas facile au quotidien, mais il en remet une couche en étant des fois un peu déroutant sur ses propos. Donc on a une responsabilité aujourd'hui, les élus, c'est de ne pas frontalement répercuter ces impacts financiers aux usagers, aux habitants, parce que je suis intervenu en conseil communautaire lors du dernier conseil communautaire. Ces services publics, c'est des amortisseurs pendant des crises comme celle que nous vivons. Quand on ne bouge pas les tarifs de la cantine, quand on ne bouge pas les tarifs de la crèche, c'est pour les familles aussi une sécurité. Alors, il va falloir, et je souhaite, qu'on continue à avancer sur des services publics ambitieux et solidaires. On peut se rappeler tous les réflexions qu'on s'est fait pendant cette crise du Covid, où on s'est tous dit que les services publics étaient si importants dans nos quotidiens. Et là, on voit qu'aujourd'hui, nos budgets de fonctionnement, eh bien, forcément mettre en péril ces services. Donc je pense qu'il faut qu'on reste ambitieux et solidaire, comme je l'ai dit, tout en préservant les équilibres financiers de la commune. Je rappelle que la commune avait fait un geste fort en 2021 avec l'augmentation de 30% du budget du CCAS pour conforter l'offre sociale. Alors, un travail, comme l'a évoqué Hervé, a été entamé en interne pour maîtriser ces charges de fonctionnement, et ce travail il va s'intensifier en 2023. Il va s'intensifier parce que si on veut garder nos ambitions de politique d'investissement, et on veut les garder, il faut que sur ces dépenses de fonctionnement, et évidemment derrière sur l'autofinancement au quotidien de notre collectivité, on puisse nous développer chaque année des marges de manœuvre. C'est important parce que aujourd'hui l'investissement, comme le disait Hervé, c'est évidemment, aujourd'hui on le voit bien, l'État nous soutient sur l'investissement, on l'a vu avec le plan de financement de la médiathèque. Sur le fonctionnement, évidemment, il n'y a pas d'aide. Et on est, je pense, aussi à un moment crucial de notre commune avec un développement et une dynamique qui est de toutes parts. On le voit, on a des créations d'associations, on a une dynamique autour du commerce de proximité, autour des services, notamment des services de la santé. On a une dynamique démographique, on est presque à 6170 habitants. Et du coup, il faut qu'on structure notre ville. Et c'est pour ça qu'on a un mandat, notamment jusqu'en 2026, où je souhaite structurer la ville pour des nouveaux lieux publics, des nouvelles places publiques, et évidemment, avec la médiathèque, avec la chapelle, avec une salle camiade, c'est des ambitions prioritaires. Je rappelle que nous investissons en moyenne 410 € par habitant sur Saint-Martin, quand les communes de même strate investissent 434 €. Alors vous allez me dire 24 € par habitant, c'est pas le Pérou, mais en tout cas, ça veut dire qu'on est encore pas, d'après moi, qu'on a une marge de manœuvre, qu'on peut être ambitieux sur cet investissement, et c'est d'ailleurs ce qu'on va faire cette année avec un niveau d'investissement important, et je pense qu'on peut continuer à avancer dans ce sens tout en poursuivant notre politique de stabilité fiscale. Je l'avais déjà dit et déjà affirmé avec Hervé par le passé, on va vous proposer encore une fois en 2023 des taux d'impôts locaux inchangés pour ce budget 2023. D'ailleurs,
je rappelle qu'il est aujourd'hui dans un budget municipal, de plus en plus, on décorrèle de plus en plus l'action politique de l'action fiscale. Aujourd'hui, en maire, moi, en tant que maire sur Saint-Martin, je n'ai que peu d'influence sur les recettes fiscales de notre commune. De tête, c'est en dessous de 10%. Il ne nous reste plus que les taux de foncier bâti et non bâti sur lesquels on a une influence. À force, comme l'a dit Hervé, de créer des services et des collectivités sous perfusion de l'État, on met toujours de côté les dynamiques territoriales. Et vraiment, je le redis, mais je le redis chaque année, je trouve que c'est une mauvaise stratégie parce qu'on le voit, les dynamiques territoriales sont bien différentes d'un secteur géographique à un autre, et malheureusement, la fiscalité est un lien fort entre des usagers contribuables et un conseil municipal. Alors, les grandes orientations de la ville, elles se poursuivent toujours. Je rappelle que depuis 2 ans, et depuis ce premier rapport d'orientation budgétaire, on a gardé les 9 projets structurants pour ce mandat. Et c'est important pour nous que le cap de ce conseil municipal soit clair. Et il est très clair. Le tennis couvert et le terrain de paddle va être livré dans les jours à venir. La médiathèque va débuter dans quelques semaines. L'étude urbaine à Saint-Martin-de-Cœur, qui est en cours depuis 2 ans, avec des axes forts autour du logement pour tous, du commerce de proximité et de places publiques qui favorisent la rencontre, va débuter dans quelques mois cet été avec la création du giratoire au bourg. Le centre technique municipal et le centre technique intercommunal va débuter cette année et sera livré en 2024. Des études avec un programmiste ont débuté depuis plusieurs mois pour notre future Camiade, une salle culturelle et conviviale. Le dépôt de permis de construire pour la résidence intergénérationnelle sera déposé en 2023 et sera au bourg. La chapelle, comme vous le savez peut-être, et je le rappelle, je ne sais pas si Marina en a parlé en commission cette semaine, j'ai signé, enfin, après plus de 20 ans, ça faisait 20 ans que la commune avait débuté les premières discussions avec la famille du Plantier. Eh bien, j'ai signé le 14 mars 2023 la signature de la chapelle. Et je le dis, alors en l'occurrence, j'ai passé pas mal de coups de fil en direct à la notaire et je peux vous dire que c'était une grande fierté pour moi de signer cet acte parce que j'y ai mis beaucoup d'engagement et je suis très content aujourd'hui que la commune soit propriétaire de cette chapelle. La maîtrise d'œuvre pour réhabiliter ce lieu sera nommée dans quelques mois, sûrement autour de septembre 2023. Enfin, le 8e projet, c'est la réflexion sur les équipements sportifs à Gony et à Barrère qui se poursuivent avec des projets. Et enfin, l'école Jean Jaurès, où d'ailleurs on était encore avec Stéphane Maton cette semaine, et la directrice et le service éducation pour la partie travaux, pour quelques travaux cet été, qui entameront d'une certaine manière les travaux sur Jean Jaurès, et il y aura d'autres travaux pour une réhabilitation plus globale dans les années à venir. Donc, en travaillant, bien en amont, ces projets, ces 9 projets structurants, en associant le plus tôt possible les cofinanceurs pour ces projets, on peut aujourd'hui avoir des investissements sur Saint-Martin qui soient soutenus. Je rappelle, comme l'a dit Marina, que sur la médiathèque, donc, on ambitionne 80% de subventionnement. Sur le centre technique municipal, on a déposé un dossier de DETR à 40%. Pour la végétalisation du parking de Barrère, on sollicite l'agence de l'eau et le fonds vert qu'a créé le gouvernement à un niveau de 80% également. Et pour le giratoire et l'étude Saint-Martin-de-Cœur, on est en contact avec le département des Landes et notamment le soutien du département auprès des centralités landaises. Donc, pour cette année, ça sera sur ces 4 projets
projets majeurs que le nombre de subventionnements sera le plus élevé, même si à côté il y a toujours des petits projets sur lesquels on demande et on va chercher des subventions. Et je le dis aussi parce que ça passe souvent d'une manière un peu anecdotique, mais de renforcer également les synergies et les coopérations avec les institutions, avec des partenaires locaux. Je vais en citer un. Le CPIE. Parce que quand on travaille avec le CPIE, qui est sur notre ville, qui nous permet d'avoir un soutien technique de grande qualité, plutôt que de passer par des bureaux d'études qui forcément devisent à des sommes importantes, je trouve que non seulement on garde un aspect qualitatif sur nos projets, mais aussi un partenaire de grande qualité et local. En 2023, vous l'avez compris et vous l'avez vu dans ce rapport d'orientation budgétaire, la transition écologique va être un axe principal de notre budget 2023. Je pense que j'ai pas beaucoup besoin d'insister sur le pourquoi de cette ambition de transition écologique. Aujourd'hui, ce changement climatique a été transformé en urgence climatique. Il faut qu'on aille vite, qu'on aille fort. Et vous l'avez vu, plus de 7 projets sont proposés au niveau de la transition écologique. Une étude qui a débuté sur une ombrière pour le parking de Super U. Une végétalisation de parking et notamment du parking de Barrère, puisque vous avez vu que le parking du Quartier Neuf également a cet aspect végétal. Des études en cours sur un réseau de chaleur qui sont prévues dans le cadre de la commission environnement avec Philippe Porteau. Un diagnostic phytosanitaire, parce que la place de la nature en ville doit être forte sur ce bourg. Nous devons être à la bonne hauteur sur cet enjeu du changement climatique. Il faut vraiment que sur l'ensemble des projets, et je souhaite, et les adjoints qui pilotent les commissions le savent, je souhaite que sur tous les projets de notre commune, on ait toujours, constamment, un angle de transition énergétique, écologique, et qu'on se pose constamment la question comment on pourrait améliorer l'impact sur évidemment le climat de nos investissements. On le sait aujourd'hui avec l'imperméabilisation des sols, c'est un vrai enjeu et un vrai défi pour les communes, et je suis certain qu'on peut y répondre. La culture, l'éducation, le sport et les associations sont toujours les pierres angulaires des priorités municipales. Vous le voyez évidemment avec ce budget 2023, avec évidemment l'agrandissement de la médiathèque, mais aussi les études sur la chapelle, la fin des travaux du tennis couvert, mais aussi des travaux sur les bâtiments publics et associatifs sur Saint-Martin, le programme annuel de subvention qu'on maintient au même niveau aujourd'hui. C'est important, je pense, de passer ce message aux subventions, aux associations, d'une subvention maintenue au même budget. Et évidemment, sur tout ce qui concerne l'enfance et la jeunesse, toujours pouvoir proposer des locaux qui permettent le développement du projet éducatif. Et notamment cette année, avec un angle environnemental, avec les cours où le végétal aura de plus en plus de place, et notamment cette année avec le cours de Pauline Kerlemar. Et enfin, l'étude urbaine, ne nous trompons pas, on a un deuxième défi pour moi qui doit s'exprimer dans notre budget et dans notre volonté politique sur Saint-Martin, c'est la crise du logement. Il faut qu'on soit fort dans les réponses qu'on amène à ce crise du logement qui n'est plus préoccupante, mais qui devient, voilà, encore une fois, une urgence. Et j'espère pouvoir, notamment, on parlait tout à l'heure, la résidence intergénérationnelle, où on aura du logement pour le public senior, du logement inclusif pour les personnes porteuses de handicap, du logement pour les moins de 30 ans, et du logement à 100% social sur le même bâtiment. Et je crois que cette résidence,
elle exprime bien nos ambitions d'un logement pour tous, et cela doit également se retrouver dans les volontés politiques de ce débat d'orientation budgétaire. Donc voilà, donc on continue sur notre volonté d'avoir une commune et un Saint-Martin ouvert, un Saint-Martin dynamique pour tous et avec tous. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des commentaires ou des prises de parole? Gilles, Mike. Allez, Mike.
Merci. Justement, Gilles. Même si le logement, attention, on parle de finances là. Voilà, on va parler de finances. D'ailleurs, on est un peu dans le sujet quand on parle de mixité sociale, Ouais. pas loin en tout cas. Voilà, en tout cas, si on parle juste un peu d'urbanisme, au moins dans notre modification de PLU, on a augmenté en tout cas notre quota de logement social et c'est bien. Non, moi je suis pas un spécialiste des finances au même titre que les trois personnes qui viennent de s'exprimer, mais je pense quand même que quand je vois qu'on va réussir à maintenir nos investissements nécessaires à l'ensemble des Saint-Martinois, je pense que tout en gardant quand même une maîtrise de nos dépenses. Bon, après Maï, tu l'as dit, c'est vrai que ça a quand même une constante depuis longtemps à Saint-Martin d'avoir une gestion rigoureuse, de quasiment bon père de famille, et ça c'est important. Moi juste deux considérations un petit peu. Moi je pense qu'on a un État, mais depuis longtemps, qui abandonne les collectivités locales et qui veut quand même garder un peu la main dessus. Donc ça, je trouve que c'est un peu schizophrénique. Je pense qu'on paye aussi aujourd'hui la privatisation de l'énergie. On est quelques-uns autour de cette table à avoir dépassé un certain âge et on l'a connu, ce service public de l'électricité, de l'eau, du gaz, et à un moment donné avec, je dirais, une péréquation pour l'ensemble des foyers au niveau national. Et ça, je crois que on nous a dit qu'à un moment donné, en privatisant, ça coûterait moins cher. On était quand même pas mal à dire que c'était pas vrai. Et puis en fait, on s'aperçoit qu'on a aujourd'hui raison. C'est-à-dire que le marché sur ces choses essentielles que sont l'énergie, plombe les ménages et plombe les villes aussi. Voilà. Bon, après, c'est toujours un petit peu, je voudrais dire un petit peu juste une chose sur Bruno Le Maire. Bruno Le Maire, c'est un grand donneur de leçons, mais je vous invite à regarder sur Wikipédia son parcours et vous verrez que c'est quelqu'un qui a jamais travaillé, à part dans les cabinets ministériels. Donc franchement, quand il nous donne des leçons d'économie et de gestion de budget, ça me fait doucement rire. Je pense qu'à un moment donné, on manque aussi de gens comme nous tous autour de cette table, qui sont proches du terrain, proches des gens, et qui sont en capacité de comprendre les problématiques et justement d'essayer de solutionner ces problématiques. Voilà. Merci. Oui, Philippe. Comme tu l'as rappelé, donc moi je me félicite en ce qui concerne la délégation qui me concerne, donc que la commune fasse le choix de consacrer l'une des lignes budgétaires les plus importantes pour la transition écologique, dont on voit l'importance qu'elle prend aujourd'hui dans le débat public et dans les préoccupations des citoyens. Donc je vais reciter trois projets importants que tu as déjà cités, notamment donc l'étude du réseau de chaleur dans le centre-bourg, l'ombrière photovoltaïque sur le parking de Super U, donc qui est en phase d'étude mais que nous allons regarder en commission dans les semaines qui viennent, ou la végétalisation du parking de Barère, donc pour restaurer la trame verte dans ce secteur. Donc je rappelle, comme nous le suggère le dernier rapport du GIEC, il est encore temps d'agir, donc c'est bien que nous agissions à notre niveau. Parfait, merci. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Non. Alors vous savez qu'on est toujours sur une délibération un peu particulière avec le DOB, c'est-à-dire qu'on n'est pas là pour en conclure quoi que ce soit, on est là pour en débattre. Voilà, donc je vous invite tout simplement à voter pour acter le fait qu'on a débattu ce débat d'orientation budgétaire. Donc article 1, de prendre acte de la tenue du débat d'orientation budgétaire qui s'est tenu sur la base du rapport d'orientation budgétaire présenté. Et article final, monsieur le maire et monsieur le maire adjoint en charge des ressources humaines, des finances et de la qualité des services publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de la bonne exécution de la présente délibération. J'en profite parce que nous avons 42 pages toujours d'excellente qualité. Je le dis parce que c'est quand même un exercice pas simple, c'est un exercice de collecte diverses d'informations. Alors je me doute
que les 29 élus n'ont pas forcément lu les 42 pages, mais pour autant on a quand même un document, je vous le dis, vous pouvez le lire après le conseil aussi. C'est vraiment intéressant parce que ça donne, on va dire, une photo assez précise et très concrète des finances publiques à la fois au niveau national et à la fois au niveau local. Et je trouve que c'est, voilà, il y en l'occurrence, parce qu'il faut le nommer, le directeur général y passe pas mal d'heures. Donc voilà, donc j'en profite pour le remercier pour ce travail précis et très pédagogique. Est-ce qu'il y a des votes contre, des abstentions? Je vous remercie. Délibération numéro 25, aide à l'association Les Délices du Seignance dans le cadre de la constitution d'un magasin de vente de produits agricoles en circuit court. Et je passe la parole à Philippe Pourteau, adjoint au maire en charge de l'environnement. Philippe. Et de l'agriculture, pardon. Et des réseaux. Ah, excuse-moi, hein, j'ai pas... C'est vrai. Alors, agriculture, environnement et réseau. Et en l'occurrence, tu as raison. Pardon. Merci Philippe. Est-ce qu'il y a des commentaires ou des interventions? Eh bien Laurence. Donc moi je voulais juste dire que j'étais ravie de cette aide que l'on accordait donc à ce commerce. On a la chance de le voir s'installer sur notre commune, donc on ne peut qu'en être fier. On sait maintenant la difficulté pour les consommateurs de trouver des produits frais, des produits de qualité, des produits issus de la production locale au plus près et surtout dans un même lieu. C'est très compliqué, à chaque fois il faut faire différentes fermes, des marchés. Là, de les trouver vraiment dans un même lieu, c'est quand même quelque chose de très très important. Et je trouve aussi que c'est un moyen de soutenir l'agriculture locale, de soutenir nos agriculteurs et de favoriser aussi l'installation de jeunes agriculteurs ou moins jeunes sur notre territoire. Voilà. Donc je trouve ça très très bien et j'ai hâte que ce soit ouvert.
Merci Laurence. Oui Didier. Donc, bien sûr qu'on va voter pour, puisque c'est des subventions que nous avions mis en place pour d'autres projets innovants. C'est vraiment un projet innovant que ce magasin de producteurs qui avait déjà commencé donc sous notre mandature. Le projet, puisque ce projet a mis, comme l'a dit Philippe, plus de 7 ans à se mettre en place. Et comme disait Laurence là tout à l'heure, c'est un projet qui va amener de jeunes agriculteurs, puisque là sur les 9 associés, je crois que les 9 ont des suites au niveau de leur ferme, et un très très joli projet qui a mis du temps à voir le jour, mais qui enfin est là. Parfait, merci Didier. Est-ce qu'il y a d'autres interventions ? Non, bon voilà, moi aussi évidemment je suis, on a tous hâte. Voilà, forcément 7 ans, ça paraît long, mais c'est peut-être aussi le gage d'avoir un projet bien terminé et de qualité, et c'est vrai que je me félicite et je trouve que c'est important effectivement que la commune et que le conseil municipal puissent soutenir notamment autour de l'agriculture, parce qu'on le voit aujourd'hui, vous l'avez peut-être vu dans la presse depuis de longues semaines, les dynamiques autour des produits notamment de qualité bio s'écroulent, on le voit, les ventes s'écroulent, les soutiens de l'État aussi en faveur du bio s'écroulent, je le dis au passage, puisque quasiment toutes les organisations syndicales agricoles, et Dieu sait si des fois c'est pas simple de les mettre d'accord, là ils sont d'accord, la filière bio il faut la soutenir, surtout dans des périodes comme celle-ci inflationnistes, donc voilà, ça permet aussi de se rappeler l'importance de l'alimentation. Et je rappelle qu'il y a un projet alimentaire de territoire en cours sur le Seyance, avec plein de choses positives qui avancent, et je pense que ça sera un sujet de plus en plus important à l'avenir sur nos territoires. Oui. Je voulais ajouter également que la création de ce restaurant aussi, donc qui va s'installer donc à Souspès, va quand même répondre à une demande des entreprises du coin, des entreprises qui sont installées sur Souspès et Norton, en matière de services, de restauration, dont ils ont grandement besoin. Ouais. Exact. Je vous propose de passer au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Unanimité sur cette délibération. Merci beaucoup. Je vous propose donc de passer sur un domaine différent, démocratie participative, la 26e délibération de l'année, avec l'adhésion à l'association Démocratie Ouverte dans le cadre du réseau des territoires d'innovation démocratique. Et je passe la parole à Sandrine Dreyfus. Merci Sandrine. Est-ce qu'il y a des commentaires ou des questions sur cette délibération ? Oui Didier. Alors franchement, là, pour le moment, vu
toute la démocratie participative que vous pratiquez, je vois pas l'utilité, je vois pas le but d'adhérer à cette association. Je comprends pas très bien qu'est-ce que le plus que ça va amener à Saint-Martin. Qu'on est au top. Vous prenez une association. Alors. Vous prenez une association alors que vous dites pratiquer la démocratie participative correctement. Voilà. Alors, vous dites pratiquer, je pense quand même qu'on ne va pas énumérer tout ce qu'on a mis en place déjà. Voilà, et justement, adhérer à cette association, c'est eux aussi qui vont nous proposer de nouvelles choses. Parce qu'on invente, voilà, on a mis des choses en place, mais on attend aussi l'œil d'expert pour peut-être mettre d'autres nouvelles choses. Oui, voilà, alors effectivement, alors pourquoi adhérer à une association ? Assez simplement, aujourd'hui, voilà, comme vous le savez, c'est une vraie volonté municipale d'actionner des leviers qui sont pas forcément actionnés régulièrement dans les collectivités. Et tout à l'heure, Mike Bresson évoquait les panneaux photovoltaïques, et je suis entièrement d'accord avec lui. Il faut que les collectivités soient moteurs sur la transition écologique. Et moi, pour moi, démocratie participative, transition écologique, c'est intimement lié. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la place de l'engagement citoyen dans la vie publique, elle est cruciale. On le voit, et notamment depuis quelques semaines, il me semble, la démocratie classique, traditionnelle, est en danger. Et il faut qu'on réinvente, il faut qu'on bouscule le repère démocratique du quotidien. Je ne vais pas repasser le diagnostic que vous connaissez tous, c'est la perte du lien par le vote. Déjà, on a de moins en moins de votants, élection après élection. L'engagement local, également, forcément, je rappelle par exemple, une des actions qui était très importante pour nous et vraiment qui était un message, et pour tout vous dire, j'étais encore en réunion avec d'autres élus du territoire qui me parlaient de cette action, voilà, qui avait fait un peu écho pour eux. C'était, on avait créé un bureau de vote test pour les jeunes inscrits sur les listes électorales pour désacraliser ce moment de venir dans un bureau de vote, parce que quand on vient dans un bureau de vote pour la première fois, on est tous un peu tendus, on ne sait pas comment on fait, et on a peut-être, autour de la table, fait partie d'une génération où papa et maman nous accompagnaient au bureau de vote. Maintenant, papa et maman n'accompagnent plus au bureau de vote. Et toute cette dynamique, elle est pour moi vitale au niveau de la démocratie participative, et comme toute dynamique, quand on veut insister sur un point, mais c'est important de trouver des partenaires. Et aujourd'hui, avec Démocratie Ouverte, on essaie de trouver des partenaires. Voilà. Et là, on en a trouvé un, alors qui nous accompagne, c'est pas nouveau, puisque pendant notre campagne électorale, déjà, on avait fait partie du collectif de Démocratie Ouverte. Donc, ce n'est juste qu'une conséquence de ces 3 années de travail. Et effectivement, comme l'a dit Sandrine Dreyfus, l'idée, c'est de se questionner constamment, de pas rester sur nos acquis, de se bousculer, d'aller chercher les citoyens un par un pour venir s'engager, et faites-nous confiance, on mettra toutes nos forces dans ce sujet si important pour moi dans nos conseils municipaux. Donc voilà, donc c'est un levier fondamental pour nous. Je vais reciter aussi pour moi quelque chose qui est très important, c'est le tirage au sort citoyen qu'on a mis en place et qui marche très très bien. J'en veux pour preuve une commission où tu es venu, la commission citoyenne des avant-projets immobiliers, où on a des citoyens pendant 2 ans qui se sont investis, ils sont venus au conseil municipal. Je trouve que c'était un exercice fabuleux. J'en parle encore avec certains d'entre eux et avec une il y a quelques jours qui me disait à quel point elle ne pensait pas qu'elle allait s'investir de cette manière sur un sujet municipal, et je trouve que rien que pour ça, il faut qu'on persévère sur ce sujet et pas se dire à la prochaine élection, et au passage, la prochaine élection, c'est les européennes, et Dieu sait si on a du mal à mobiliser les citoyens sur les européennes, eh bien je serais bien content qu'on ait fait le maximum pour faire venir les gens
dans l'exercice démocratique le plus important pour les citoyens, c'est-à-dire le vote. Donc je vous propose de passer au vote. Qui s'abstient? Qui est pour? Je vous remercie. Et donc, on va passer donc à la dernière délibération de la soirée, la délibération 27 sur le renouvellement de la convention avec le Centre de gestion des Landes pour le plan communal de sauvegarde. Philippe Jaurès-Guibéry. Donc, pour rappel, l'objectif d'un plan communal de sauvegarde est de mettre en œuvre une organisation prévue à l'avance au niveau communal en cas de survenance d'événements graves, notamment météorologiques, afin de protéger les personnes, les biens et l'environnement par la coordination des moyens humains et techniques de la commune. Le service plan communal de sauvegarde du CDG 40 propose une convention d'adhésion au service plan communal de sauvegarde afin de permettre l'élaboration du PCS et ou à la mise à jour de ces derniers. L'élaboration et la mise à jour des PCS permettra de prendre en compte les modifications introduites par le nouveau document départemental sur les risques majeurs, de prendre en compte tous les changements de personnel, de mise à jour des tableaux relatifs aux personnes nécessitant une attention particulière, de numéros de téléphone des élus et référents, ainsi que la mise à jour de la cartographie, et de réaliser une mise à jour du système d'alerte et d'information des populations, ainsi que l'affichage obligatoire en mairie concernant les risques majeurs et pour les communes concernées, le plan Colmar. Petit changement, auparavant, la commune pouvait bénéficier de l'aide financière du Fonds européen pour le développement rural, la FEDER, ce qui permettait à la collectivité de ne débourser que 35% du prix de la prestation. Le FEDER s'étant retiré, le prix de la prestation doit être demandé en totalité à la collectivité. Le conseil d'administration du Centre de gestion des Landes a décidé de revoir les tarifs afin de proposer aux collectivités un prix plus favorable. Le conseil municipal décide d'approuver la convention cadre portant sur la création et la mise à jour d'un plan communal de sauvegarde présenté en annexe et d'autoriser M. le maire à signer la présente convention ainsi que tout document afférent et que les crédits sont prévus au chapitre et articles concernés du budget primitif principal 2023. Juste un petit complément, parce que dans la délibération n'apparaissait pas le coût. Alors le coût, vous l'avez en page 6 de la convention. On est à 2250 € pour la commune. Voilà, puisque c'est une grille en fonction du nombre d'habitants. Est-ce qu'il y a des questions? Bon voilà, c'est un sujet, je pense pas qu'il doit y avoir beaucoup de questions. Le plan communal de sauvegarde, c'est important, et je rappelle que la commune est très concernée par ce PCS, avec de vrais enjeux de sécurité et de risque, notamment avec le risque inondation au Barthes, et c'est très important, et j'en profite pour remercier les habitants des Barthes, parce qu'on est en train de travailler un projet aussi avec une communication sur un flyer qu'on pourrait déposer aux nouveaux habitants, parce qu'il y a toujours des repères qui sont pas forcément bien partagés par les notaires dans la clause du compromis qu'on est en zone PPRI, et c'est quand même important de sensibiliser cette nouvelle population. Ouais, et juste rajouter que d'ici la fin d'année, on va essayer d'organiser un exercice au plan communal. Parfait. Est-ce qu'il y a des votes contre, des abstentions? Je vous remercie. Donc, prochain conseil municipal, le 6 avril, 18h30. Et je vous propose, comme d'habitude, de terminer ce conseil municipal par un moment convivial, le 6 avril, pas ce soir. Donc, on vous enverra un mail pour confirmer votre présence. Je vous remercie de répondre. Ça sera voilà pour les quantités. Le moment convivial, c'est à chaque fois au vote du budget. On va partager un moment avec le service finance et les comptables de la commune, le directeur général et les 29 élus du conseil municipal. Bonne soirée à tous et rendez-vous au 6 avril.